Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 86e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et le CQFD de votre bled de Maralibia d'aujourd'hui se consacre à ce régime algérien qui passe vice-versa, tantôt d'une folie maladive à une crise hystérique, puisque l'hystérie de ces généraux algériens contre le Maroc a atteint son point culminant, c'est-à-dire de non-retour, alors que le pseudo-président aux fameuses initiales AT vient d'être qualifié de fou par un ancien ministre qui était son homologue, qu'il avait côtoyé de près. Et qu'en est-il de la poignée des autres généraux qui l'ont parachuté à la présidence algérienne en décembre 2019? Leur hystérie à l'égard du Maroc n'a plus de limite et la marocophobie hystérique du régime algérien pousse ces généraux, ou plutôt ces vieux caporaux, à s'improviser diplomates. Une peine perdue, car ces parvenus du pouvoir de gérontocrates en parvenus généraux algériens ne réussiront pas à exporter leur crise nulle part ailleurs, selon un expert, puisque la théorie du complot que la junte militaire au pouvoir depuis un certain juillet 1962, 59 ans tout de même, sert toujours son plat qui est connu, un plat de résistance à sa population, comme la cause de toutes les malédictions qui frappent cette Algérie-là. Mais cette tragédie, ou plutôt cette tragique comédie, ne tient plus, car les citoyens algériens revendiquent aujourd'hui clairement et franchement un pouvoir civil, mais surtout démocratique. Alors qu'en ces derniers temps, le chômage et la pauvreté au sud du pays, si ce n'est partout dans le pays, s'annonce comme la bombe de ce vieux régime qui peine toujours à désamorcer. Mais si vous le voulez bien, entamons ici notre séquence par cette hystérie qui frappe ces vieux caporaux algériens contre le royaume marocain. Dans le premier numéro de juillet 2021, donc dans ce mois-ci qui est en cours, de la revue mensuelle de l'armée algérienne, El Jish, le complexe du Maroc dont souffrent les dirigeants algériens s'est exacerbé d'une façon mais vraiment maladive. Le royaume est à nouveau présenté comme un ennemi qui s'érige en principal obstacle au slogan mort-né de l'Algérie nouvelle, entre guillemets, que le peuple algérien a massivement rejeté. Et selon cette revue El Jish, le climat de sécurité et de stabilité ainsi que l'adhésion du peuple au projet d'édification de la nouvelle Algérie n'est pas du goût de certains agitateurs et revanchards qui se sont alors attaqués
à toutes les réalisations qui ont été faites à ce jour. Ces agitateurs sont qualifiés de prêtres de chapelle au service d'agendas étrangers qui s'activent contre l'Algérie et son peuple. Fermons les guillemets. Aucun pays n'est cité nommément par l'organe porte-voix de la junte comme faisant partie de ces agendas étrangers, à part le Maroc, bien sûr. Et l'inimitié de ce dernier à l'égard de l'Algérie remonterait même à l'époque romaine, paraît-il, quand le Maroc avait assassiné ce prétendu Algérien qui s'appelait Djougouta, plus d'un siècle avant l'ère chrétienne, selon cette même revue El Jish, qui fait semblant d'oublier que l'Algérie a été créée par la France en 1839, date à laquelle les autorités françaises ont baptisé l'Algérie le territoire qu'ils ont conquis et qu'ils n'ont cessé d'élargir au fil des ans aux dépens des frontières des pays voisins. Cette inimitié marocaine aurait alors fait une pause de 20 siècles pour se manifester subitement durant la période coloniale, avant de se clore par cette guerre des sables de 1963, marquée par une défaite cuisante de cette armée dite algérienne, jamais digérée par ces vieux caporaux auto-métamorphosés soudainement en généraux qui ont battu en retraite. Face à ce petit rappel historique insignifiant, l'on est en droit de se demander à quoi riment ces attaques répétées devenues même une tradition bien établie auquel se livrent ces généraux de l'armée algérienne à travers les colonnes de leurs porte-voix et qui ciblent toujours le Maroc comme étant à l'origine de toutes les malédictions de leur pays en le présentant à chaque fois comme leur ennemi principal. Cette fois-ci, cette revue El Jish est allée très loin, en parlant même, si c'est au conditionnel, passer d'une intervention militaire algérienne au Maroc. On ouvre les guillemets ici. Notre armée aurait pu par 2 fois intervenir au Maroc, au moins pour soutenir les militaires qui ont failli balayer la couronne marocaine et renverser le roi lors des tentatives de coup d'État de Srerat en 1971 et celui du général Oufkir une année plus tard, Iliton. Fermons les guillemets. Cette rage contre le Maroc s'expliquerait par la plus grave crise que traverse l'Algérie depuis un certain juillet 1962. 59 ans donc. Incapable de faire face à la pénurie d'eau potable, à la propagation du coronavirus, à l'impuissance à s'approvisionner en vaccins anti-Covid-19, à l'inflation qui a enflammé les prix des produits de première nécessité, au feu même qui ravage les forêts, alors que l'armée algérienne n'a pas formé de pilotes de Canadair, aux manifestations de citoyens qui bloquent les routes pour se faire entendre par un État qui a complètement failli. La junte militaire fait diversion en rendant le royaume marocain responsable de toutes les catastrophes qui mettent à nu l'impéritie de cette pseudo-nouvelle Algérie.
tout ce qui peut contrarier le Maroc est applaudi par ses généraux, mettant à profit le climat de tension entre Rabat et Madrid. La revue militaire algérienne n'hésite pas à parler d'une présumée alliance avec l'Espagne, devenue soudainement un partenaire efficace de l'Algérie dans le processus de résolution de la question sahraoui. Allant même plus loin encore dans son délire, El Jish annonce que l'Algérie et le Polisario ont procédé à la délimitation des frontières communes entre les deux pays. En langage de fou, tout simplement, cela signifie que la digue de séparation érigée entre Tindouf et les camps de l'Ahmada a été renforcée. Jusqu'où, finalement, ira cette folie de ces généraux séniles en toute déliquescence qui dirigent cette Algérie confrontée à des délires dont on ne sait d'où est-ce qu'ils viennent. Et cette marocophobie hystérique d'Alger pousse ces vieux caporaux à s'improviser diplomates, à l'instar de cette mascotte des galonnés algériens, ce général-major, ce Mohamed Qaïdi, qui vient de ressortir le vieux discours fossilisé de sa hiérarchie sur le Sahara marocain. Cette fois-ci, il a choisi comme tribune une intervention par visioconférence au Collège de défense de l'OTAN et ce mercredi 17 mars dernier, ce général chargé entre autres des relations extérieures de l'armée algérienne a présenté cette conférence à distance devant les étudiants militaires de ce Collège de défense de l'OTAN à Rome en Italie. Intervenant sur le rôle de l'Algérie dans le maintien de la stabilité dans la région et sa coopération avec l'OTAN, le responsable militaire algérien se devait d'être rassurant sur les menaces sécuritaires qui pèsent sur les pays des deux rives de la Méditerranée de la part des groupes armés encore très actifs sur le flanc sud de l'Algérie. Et parmi ces groupes, les séparatistes du Polisario constituent une source de préoccupation pour la dite région, d'autant qu'ils viennent sous la pression de l'Algérie de rompre unilatéralement les accords de cessez-le-feu au Sahara et qu'ils ont pourtant signé en 1991 avec l'ONU. Et comme explication à ce bellicisme voulu par cette Algérie, Qaïdi a quitté le champ des militaires responsables de la défense des frontières et de la sécurité et a relayé les éléments de langage repris le pseudo-président de la République et les diplomates de son pays en affirmant que le conflit du Sahara est une affaire de décolonisation qui doit être résolue conformément aux résolutions de l'ONU et au droit international. Bien évidemment, ce général, à l'instar de sa hiérarchie, ne comprend rien au droit international puisque le Conseil de sécurité reconnaît désormais que si le Sahara a été effectivement une région colonisée par l'Espagne, il n'en demeure pas moins que ce territoire, depuis que les hommes ont commencé à tenir la chronique d'une histoire, n'a jamais constitué un pays ou même présenté les ingrédients d'une entité souveraine
avant qu'un certain débile, peut le dire, Mohamed Boukharouba, alias Houari Boumediene, avec un autre homologue également débile, un certain Libyen Muammar Kadhafi, ne crée une œuvre éphémère à quatre mains baptisée cette prétendue RASD. Entre nous, République arabe sahraoui démocratique, qui n'a jamais existé. Le Conseil de sécurité est conscient de cette réalité et ces dernières résolutions participent de la restauration de la vérité historique. C'est ce qu'expriment clairement les résolutions 2494 d'octobre 2019 et la 2448 d'octobre 2020, à travers lesquelles l'exécutif de l'ONU prône sans équivoque une solution politique et réaliste parfaitement en phase avec le plan d'autonomie mis sur la table par le royaume marocain. Cette solution réaliste est désormais largement soutenue par la communauté internationale car elle a le mérite de mettre en œuvre la résolution 1514 dans le respect total de l'intégrité territoriale du Maroc. Et c'est là le droit international. C'est là qu'il faut voir vraiment le droit international et les résolutions de l'ONU. Mais il faut reconnaître qu'en parlant du Sahara marocain, devant des étudiants de l'OTAN, à travers un langage fossilisé, vieux d'une certaine date, de l'ère du pacte de Varsovie, Qaïdi avait peu de chances de convaincre des interlocuteurs jeunes portés sur les défis de demain, auxquels s'attaque désormais le royaume du Maroc. Mais devant la débâcle de la diplomatie algérienne, l'armée de ces vieux généraux tombe le masque et montre à chaque fois que c'est davantage dans la politique qu'elle exerce son pouvoir que dans les missions traditionnellement dévolues à une armée. Et le peuple algérien ne s'y trompe d'ailleurs pas. Et il appellera demain et toujours, lors de tous les vendredis de son Hirak, à instaurer un État civil et non militaire. Mais pour ceux qui connaissent Mohamed Qaïdi, ces déclarations restent dénuées de toute conviction chez leur auteur lui-même, connu pour être un caméléon qui a montré sa capacité d'adaptation en servant tous les clans militaires ennemis qui s'entre-déchirent pour mettre le pays à leurs bottes. En effet, ce Mohamed Qaïdi, âgé de 60 ans, a intégré l'armée algérienne au milieu des années 80, avant de devenir son plus jeune général en 2012. C'est parallèlement à la montée en puissance du général feu Gaïd Salah qu'il va connaître une ascension fulgurante en devenant le visage bancable d'une armée de caporaux en toute déliquescence. Promu général en 2014, il a été à un doigt de devenir le patron de l'ex-département de la sécurité et du renseignement, reconstitué par ce Gaïd Salah. Surnommé Al-Menjel, c'est-à-dire la faucille, au coupeur de tête, pour avoir travaillé à l'ombre du général Wassemi Bouazza, extorsionnaire et bras droit de Gaïd Salah, le général Mohamed Qaïdi est l'un des très rares hommes de l'ancien chef d'état-major à avoir échappé en 2020 à la purge menée par Saïd Chengriha, ce chef d'état-major actuel, contre le clan de son prédécesseur.
Alors qu'on le croyait promis à la prison militaire de Ben Aknoun, ce Mohamed Qaïdi euh, sera promu au très haut poste du chef du département emploi et préparation au sein de l'état-major de l'armée, un poste stratégique et sensible qui a pour mission la coordination opérationnelle entre les différents corps de l'armée, terre, air, mer, etc. Heidi a échappé très probablement à la prison parce qu'il fait office de mascotte pour les généraux algériens dont la moyenne d'âge, excusez du peu, vacille entre 75 et 88 ans. Montrer un général relativement jeune à des interlocuteurs étrangers est une carte de visite vitale pour l'armée algérienne commandée par des grabataires. Ce qui n'est que cette façade en trompe-l'œil qui explique la survie de ce Haïdi à l'ancien régime de Gaïd Salah. Ce général, Mohamed Haïdi, pourra sévir pendant de longues années encore, tant que les plus hauts gradés de l'armée algérienne seront là, à savoir les Ben Ali et Saïd Chengriha, affichent respectivement au compteur quand même un certain âge, 87 ans pour Ben Ali et 76 ans pour ce vieux Saïd Chengriha. Et dans tout ce délire, ces vieux caporaux algériens ne réussiront pas à exporter tout de même leur crise au Maroc. D'après un expert, le régime militaire au pouvoir à Alger n'arrivera jamais à exporter sa crise au Maroc et à convaincre ses citoyens que le royaume marocain chercherait à déstabiliser leur pays. Ce constat, fait par un expert en géopolitique et dans les questions de sécurité internationale, un certain Mohamed Ben Hammou, est d'autant plus vrai que le peuple algérien insiste aujourd'hui plus que jamais pour dégager les militaires du pouvoir, relève le quotidien As-Sabah dans son édition déjà qui date de jeudi 18 février dernier. Et dans une interview accordée par le président du Centre marocain des études stratégiques, le CMES, au quotidien, il affirme que le peuple algérien appelle de toutes ses forces aujourd'hui à un pouvoir civil qui lui garantisse la sécurité, y compris la sécurité alimentaire. Il n'a cure de ce discours révolu que lui sert le pouvoir en place depuis des décennies. Et le peuple ne veut pas que ses dirigeants s'occupent du droit à l'autodétermination des autres, mais de leur propre droit à l'autodétermination, la leur, poursuit le quotidien, citant cet expert. Les Algériens revendiquent donc leur droit à un régime démocratique dans lequel ils pourront mandater tout simplement et réellement qui ils veulent pour exercer le pouvoir en leur nom. Depuis l'accession au pouvoir de ce Mohamed Boukhrouba alias Houari Boumediene, et par quel moyen? Un moyen de coup d'État militaire contre les intérêts du Maroc et érigé en doctrine d'État, affirme cet expert. Et ce, dans différents domaines et à différents niveaux. Et le Maroc est devenu, depuis, un complexe psychologique pour les généraux au pouvoir. Ils ont ainsi fait de la question du Sahara marocain une question nationale, dépensant pour soutenir le Polisario, quoique à perte
des fonds publics conséquents dont le peuple algérien a tant besoin pour le développement de son pays. Le comble, note cet expert, est que ce pays riche en pétrole et en gaz importe aujourd'hui tous ses besoins de consommation, y compris les hydrocarbures. Pourtant, avec ces énormes richesses, et pour autant qu'elles aient été bien investies et dépensées, le pays n'aurait souffert d'aucune pénurie et son peuple ne perdrait pas son temps chaque jour dans des files interminables pour avoir un sachet de lait en poudre ou un sac de semoule. Mais au lieu de cela, les dirigeants militaires de ce pays se sont pleinement investis dans leur cabale contre ce Maroc et les ministres dans une campagne tout à fait débile débitent des énormités contre ce Maroc auquel d'ailleurs personne ne croit plus. Bref, pour faire face à une crise interne qui risque de les emporter, si ce n'est déjà fait, les dirigeants algériens recourent à une propagande désormais obsolète et écrit au complot qui viserait leur pays, ce qui est archi connu. Bref, conclut Mohamed Ben Hammou, pour la junte militaire au pouvoir, et c'est le discours qu'elle sert aux Algériens, si le peuple manque aujourd'hui de lait, de semoule, de bananes et de sardines, en subissant des coupures fréquentes d'eau, d'électricité, d'Internet, si les voitures ne sont plus disponibles, et si les jeunes périssent dans des barques de la mort en tentant de joindre ou de rejoindre l'Europe, c'est à cause du Maroc. Alors que le chômage et la pauvreté, tant au sud que partout ailleurs dans cette Algérie dite nouvelle, s'annonce comme la bombe que le régime algérien peine toujours à désamorcer. Oui, vous avez bien entendu, c'est une bombe que le régime algérien est toujours incapable de désamorcer. Alors que le retour des émeutes et autres violentes manifestations dans le sud et un peu partout dans le pays, notamment à Ouargla, Togourt, El Menia, Hassi Messoud et les autres localités sahariennes, si ce n'est même au nord du pays, relance le débat de la capacité sur la capacité réelle des autorités algériennes à apporter des réponses concrètes aux problèmes du chômage et de la paupérisation de la jeunesse des wilayas tant du nord que du sud, de l'est ou de l'ouest, des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, des problèmes qui alimentent une frustration générale à travers l'ensemble des wilayas, surtout dans les régions pétrolières d'Ouargla. Et cette frustration risque malheureusement d'aboutir un jour à une crise d'instabilité générale. Et si l'activisme des déshérités du Sud, tant du Sud que du Nord ou d'ailleurs, remonte déjà au début des années 2000, dans le cadre du mouvement des enfants ici du Sud, c'est en 2013 seulement que la coordination nationale pour la défense des droits des chômeurs a réellement gagné en notoriété nationale et a sérieusement inquiété les autorités après avoir mobilisé à Ouargla, en tout cas ici comme exemple,
plus de 8000 manifestants contre le chômage et le Hogra. Depuis effectivement 2013, le chômage des jeunes est devenu le premier vecteur de la contestation citoyenne à Ouargla et les wilayas environnantes. La misère sociale a unifié les jeunes issus de plusieurs localités pour se lancer dans une lutte nationale contre la discrimination des jeunes originaires du Sud et l'inéquitable répartition des richesses naturelles, notamment la manne financière provenant de l'exploitation des hydrocarbures. La coordination nationale pour la défense des droits des chômeurs, la CNDDC, a été officiellement créée en février 2011 à la suite de la coordination des chômeurs du Sud. Et après plusieurs années d'activisme local passé largement inaperçu, l'idée de se constituer en coordination nationale s'est développée lors d'une rencontre syndicale. Les soulèvements en cours dans le monde arabe servant de fenêtre d'opportunité pour dépasser la dimension locale. Ainsi, la CNDDC, la Coordination nationale pour la défense des droits des chômeurs, s'est-elle jointe aux syndicats autonomes et aux associations qui formaient la CNCD, la Coordination nationale pour le changement et la démocratie, plaidant pour un changement pacifique lors des tentatives de manifestations animant la capitale déjà en février 2011. Néanmoins, le mouvement des chômeurs s'inscrit dans le prolongement de l'activisme qui s'est développé au niveau local dans le sud de l'Algérie durant la dernière décennie, particulièrement dans le cadre du mouvement des enfants du Sud qui réclamait initialement des emplois, plus de justice sociale et de développement de la région. Ceci renvoie à la dimension translocale de l'activisme. Une délégation de plusieurs représentants des villes du Sud s'était réunie en mars 2004 à Al-Bayev pour présenter leur plateforme de revendication, insistant sur le refus de la privatisation de la Sonatrach, demandant que la priorité dans l'octroi des postes de travail soit donnée aux jeunes de la région et souhaitant même la mise en œuvre d'un programme pour le développement du Sud qui serait suivi et confronté par les élus locaux. Et par ailleurs, la plateforme réclamait plus d'espace de liberté et une part du développement national. Et ce n'est que le 14 mars 2013 que la CNDDC a véritablement gagné en notoriété à l'échelon national. Après avoir mobilisé à Ouargla plus de 8000 manifestants venant de plusieurs villes du Sud contre la Hogra, justement, le chômage, les privations et la tournure néolibérale de l'économie. Ce rassemblement historique, baptisé Millionia, la marche des millions, a sérieusement ébranlé le mythe du Sud tranquille, comme nous le verrons plus tard. Dès lors, malgré les tentatives d'intimidation, d'infiltration, les peines de prison souvent très arbitraires, le mouvement a pu s'établir comme interlocuteur avec les autorités locales
notamment dans le cadre de négociations autour de la distribution d'emplois, mais avant tout comme porte-parole d'une frange de la population dont les revendications n'ont jamais été prises en compte par les notables locaux inscrits dans une utopique de loyauté ou de déloyauté quasi systémique au pouvoir. Ainsi, depuis 2013, plusieurs observateurs ont noté que le mouvement protestataire qui s'est dès lors développé atteste de la volonté du Sud à intégrer le tissu national, aussi bien d'un point de vue matériel par une prise en compte des revendications socio-économiques des chômeurs. Ce mouvement a pourtant défrayé la chronique en mars 2013 après avoir organisé une manifestation inédite constituant le point culminant d'un long cheminement militant entamé dans les années 2000. À partir de cette action de protestation, Ouargla a officiellement basculé dans le bastion de l'opposition au régime algérien, alors qu'elle était longtemps perçue comme loyale au régime et qui n'avait jusque-là connu que peu de mobilisation d'envergure. La rupture est plus que symbolique et la question de l'inégalité entre les habitants du sud et du nord du pays est devenue une source d'incessante polémique nationale. Ouargla, ancienne oasis saharienne de 140 000 habitants, héritière de la cité antique de Cedreta, revêt une importance primordiale au niveau économique, stratégique et militaire grâce à sa proximité avec les puits pétroliers de Hassim Saoud, du commerce, voire du trafic transfrontalier et à sa qualité de siège de la 4e région militaire. Les contestations des jeunes de cette région revêtent donc une dimension politique qui inquiète au sein du sérail algérien, même si officiellement le régime algérien ne veut avouer sa hantise publiquement. Ce déni de la réalité est en train d'aggraver le sentiment de discrimination qui grandit de jour en jour chez les jeunes de Ouargla et des localités environnantes. Cette situation a conduit plusieurs spécialistes à considérer cette région comme le véritable talon d'Achille de l'unité nationale en Algérie et les 159 entreprises engagées dans des projets pétroliers à travers Ouargla ont longtemps privilégié les nordistes du pays. La compagnie pétrolière nationale d'État, cette Sonatrach, est le premier employeur de la région et incarne ce phénomène. Et les postes de haut et moyen niveau pour les projets de la Sonatrach à Ouargla sont généralement pourvus par des employés que l'entreprise a transférés d'Alger et d'autres grandes villes du nord, comme Oran et Constantine. Et la Sonatrach a même construit des complexes d'appartements à Hassim Saoud pour abriter de tels salariés, ce qui a accentué un sentiment d'exclusion chez les habitants qui, jusqu'à la fin des années 2000, avaient besoin d'un simple laissez-passer pour entrer dans la ville. Et donc la Sonatrach et d'autres entreprises embaucheraient Ouargli pour des postes de niveau inférieur, mais les locaux gagneraient toujours moins que les employés de niveau inférieur du Nord. Analyse à ce propos d'Alia Ghanem, chercheuse résidente au Malcolm H. Carnegie
Middle East Center à Beyrouth, qui a publié récemment une contribution importante sur le risque élevé d'une violence politique et extrémiste en Algérie, dans la région d'Ouargla, à cause notamment des frustrations intenses de la population locale. Cette chercheuse a mis en garde contre les ratages de la politique de l'État algérien dans cette région. Et dans son analyse parue à la fin du mois de mars dernier, elle a constaté qu'il est vite devenu évident que le gouvernement s'intéresserait plus aux apparences qu'aux changements réels. La plupart des projets de développement n'ont pas profité aux gens ordinaires, dont certains n'ont même jamais été achevés, comme par exemple des routes et des canaux d'irrigation indispensables sont restés inachevés. Le fait que de grosses sommes d'argent aient été clairement investies dans de telles entreprises a accru les soupçons parmi les habitants qu'il s'agissait de stratagèmes élaborés pour enrichir les copains du gouvernement. Fondamentalement, à la suite d'un processus d'appel d'offres opaque, une entreprise dont le propriétaire était lié à des personnalités gouvernementales de haut rang remporterait un appel d'offres, bien qu'elle ait gonflé le coût prévu de l'entreprise en question, a ajouté la même analyste. Et cette Dalia Ghanem a estimé enfin que la stratégie actuelle des autorités centrales pour contenir la situation à Ouargla est manifestement intenable. Et cette stratégie aurait pu fonctionner si le développement économique qui devait accompagner l'intensification de la répression avait porté ses fruits, décrète-t-elle en craignant à l'avenir une intensification de la répression, et celle-ci va mener les jeunes de la région vers davantage de radicalité au risque de sombrer dans l'extrémisme sous toutes ses formes. L'État pourrait bien choisir de se passer de la carotte et de manier le bâton, déplore enfin Dalia Ghanem. C'est dire que le pourrissement semble inévitable à Ouargla et ses environs si la politique actuelle des autorités algériennes est maintenue dans sa dimension sécuritaire et répressive, ce qui pourrait encore une fois saper la stabilité du pays. Donc, on peut le dire clairement, c'est une bombe qui n'est pas désamorcée et qui n'est pas désamorcée finit toujours, cette bombe qui n'est pas désamorcée, finit toujours par exploser et faire des dégâts collatéraux. Et enfin, chers amis, c'est ici, sur ces longues informations concernant cette Algérie, confrontée à ces hystéries, ces débilités, ces folies, et surtout par l'appauvrissement, la paupérisation qui la touche ces derniers temps, et on peut le dire, et pas uniquement au sud, c'est un peu partout. Malheureusement, c'est ici que prend fin cette entrevue très entreprenante, en prenant congé de vous et en refermant cette séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver avec grand plaisir bientôt à travers votre Ce qui fait débat habituel que vous connaissez désormais et ce qui fait discussion entre nous maintenant depuis un certain temps. Un tout grand merci
pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, surtout en nous écoutant jusqu'au bout et d'aller jusqu'au bout de votre séquence. Mais ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, surtout en aidant votre chaîne Bled Magharibia qui attend beaucoup de vous et surtout en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos proches, vos connaissances, les gens autour de vous et en partageant également les séquences vidéo au grand maximum autour de vous. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.